Il y a trois figures qui ont compté beaucoup pour moi, s'il fallait comme ça en sélectionner quelques-unes dans cette trajectoire. Deux d'entre elles sont des figures de médecins et une figure de psychiatre. Et d'ailleurs, cela est assez typique de la psychiatrie à la PHP, puisque c'est une psychiatrie au contact quotidien de la réalité médicale, du savoir-faire et de l'expertise médicale, avec tout ce que cela implique de stimulant pour une psychiatrie qui risque de se cloisonner. Les trois figures sont d'abord celle d'un grand médecin humaniste, un humaniste sceptique, je dirais, qui était un grand interniste et spécialiste de l'hypertension. Je veux parler de Paul Miliez, qui m'a accueilli dans son service dans la fin des années 70. Miliez était une figure qui a beaucoup marqué son époque en tant que médecin engagé, le procès de Bobigny, ses engagements politiques. Et c'était quelqu'un qui, à l'égard de la psychiatrie, était à la fois plein de curiosité et en même temps assez sceptique à l'égard de ce que représentait cette discipline un peu marginale, un peu maltraitée, dans l'attente peut-être de grandes découvertes neuroscientifiques qui expliqueraient toutes les maladies mentales. Néanmoins, Miliez a accueilli dans un hôpital général qui était l'hôpital Broussais, une petite structure d'hospitalisation et puis une activité de consultation qui était destinée à voir la médecine différemment, à s'occuper des malades porteurs d'affections somatiques différemment, d'une façon plus globale, en tenant compte des répercussions de la maladie et des comorbidités psychiatriques. Voilà un homme donc qui m'a beaucoup marqué. La deuxième personne qui m'a beaucoup marqué, c'est un psychiatre d'adolescents, un pédopsychiatre qui a pris sa retraite maintenant, qui est Philippe Jamet, et qui était un homme qui alliait à la fois une grande rigueur dans son raisonnement psychopathologique et une grande générosité dans sa façon d'appréhender les difficultés de l'adolescent et les difficultés des familles de ces adolescents. Et c'est cette générosité thérapeutique et le fait qu'il ne faut jamais lâcher prise devant des situations qui peuvent paraître désespérées, et notamment des situations qui épuisent les soignants, qui a été un modèle très incitatif pour moi, jamais étant aussi quelqu'un qui a toujours eu la volonté de concilier ce qui a été un grand débat et le reste encore pour la psychiatrie, une approche psychodynamique de référence psychanalytique, mais aussi l'épidémiologie, les neurosciences, les deux n'ayant aucune raison d'être en antinomie, mais au contraire de s'enrichir l'une l'autre. Et la troisième personne qui m'a beaucoup marqué, c'est un oncologue radiothérapeute de la Salpêtrière, qui lui aussi a pris sa retraite, François Baillet. François Baillet était un médecin d'une grande compétence, d'une grande fiabilité, et en même temps quelqu'un qui, lui, était convaincu d'avance de la nécessité du partenariat, de la multidisciplinarité, de l'importance de toute cette dimension psychologique chez les patients atteints de cancer. Et avec lui, nous avons depuis plus de 10 ans maintenant mis en place un diplôme universitaire de psycho-oncologie clinique. Et il a joué aussi un rôle important dans l'essor de la psycho-oncologie à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Voilà par exemple trois figures avec ce que chacune a pu apporter, mais toujours dans cette interface entre discipline avec ses règles internes et puis une ouverture qui vient d'un regard différent. Le type de psychiatrie que j'exerce et qui est à ma grande fierté en plein développement, en plein essor à l'heure actuelle sur la PHP et en France, a quand même représenté initialement une forme de travail assez atypique,
puisque et sur Broussais et sur Pompidou, c'est une psychiatrie sans lit, c'est une psychiatrie basée essentiellement sur le déplacement de professionnels, psychologues, psychiatres qui vont au lit du malade, qui discutent avec les patients, qui discutent avec les équipes soignantes. Si vous voulez, je crois que on a changé d'époque et que ce que Méliès pouvait représenter comme figure emblématique pour une capacité à prendre des risques, à être à contre-courant, la prime à la nouveauté, le fait de pouvoir s'autoriser une certaine aventure dans l'orientation de son propre service, dans l'impulsion donnée à la médecine. C'était sûrement quelque chose qui était plus envisageable à une époque où les contraintes économiques étaient moindres qu'à l'heure actuelle. Mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on en est venu à une logique, de la médecine basée sur la preuve, de la preuve acharnée de l'efficacité des organisations de soins et des modalités thérapeutiques que il ne peut pas y avoir une sorte de mélange entre cette capacité à sortir des ornières, à faire des choses qui ne sont pas encore prouvées comme efficaces et rentables, être capable éventuellement de convaincre ses partenaires de dépenser sans que la rentabilité soit immédiate, et puis en même temps se discipliner parce qu'on ne peut pas vivre d'amour et de fraîche indéfiniment. Pour prendre l'exemple de la psychiatrie de liaison, si vous voulez, ce n'est pas uniquement pour que les patients soient moins perturbés par leur pathologie physique et donc aient une meilleure qualité de vie que le dispositif de la psychiatrie de liaison est justifié. On sait pertinemment que selon l'état psychologique du patient, selon l'existence ou non d'une comorbidité dépressive par exemple, non seulement l'observance va être moins bonne, les longueurs des durées d'hospitalisation vont être plus grandes, la morbidité, les rechutes, la mortalité de ces patients, le coût social de ces patients va être plus important. Donc il y a une logique très matérialiste qui peut aussi être utilisée pour défendre un certain type de fonctionnement psychiatrique. Alors il y a une logique, je dirais, économiste, et puis il y a une logique plus éthique. En d'autres termes, on peut considérer qu'il y a là, et ça c'est la mission de santé publique de la PHP, qui a un impératif d'égalité d'accès aux soins pour tous les patients, quelles que soient leurs origines, leurs conditions. Et dans leurs conditions, on peut inclure le fait qu'ils aient une pathologie mentale associée ou pas. Ce que je dirais, oui, c'est que peut-être ce qui va être particulièrement novateur, c'est un ensemble de réflexions, et la recherche est fondamentale à ce niveau-là, qui vont progressivement nous conduire à une vision plus unifiée de la médecine englobant la psychiatrie. La psychiatrie s'est réclamée de sa spécificité, d'une identité qui ne devait pas être confondue avec le reste de la médecine, et notamment le divorce entre psychiatrie et neurologie a joué un rôle important là-dedans. Mais quand on voit par exemple que ce sont les mêmes déterminants, des facteurs communs de vulnérabilité, qu'ils soient développementaux ou génétiques, qui peuvent conduire aux troubles de l'humeur d'une part, aux troubles cardiovasculaires d'autre part, là, je pense qu'on attend dans les années à venir des progrès tout à fait considérables
qui vont permettre de voir la psychiatrie sous un angle nouveau, mais comme l'une des composantes de la médecine, avec les particularités de toute approche médicale, plus les spécificités de la discipline psychiatrique. Je trouve qu'après un long parcours de cheminement parallèle, et ça, le côtoiement psychiatrie-médecine à l'hôpital général le favorise, si vous voulez, on est en train, peut-être pas de se retrouver, mais en tout cas de se rapprocher.